Quel est votre dernier souvenir de Tommaso Padoa-Schioppa? Quand est-ce que vous l'avez rencontré pour la dernière fois et qu'est-ce que sa mort vous a fait venir en tête? D'abord, sa disparition a été pour nous une épreuve considérable puisqu'il était en pleine forme, extrêmement actif, comme toujours bourré d'idées. Et la dernière conversation approfondie que j'ai eue avec lui était, alors qu'il avait quitté la Banque centrale et son directoire, c'était à Bruxelles, où nous n'avions pas un rendez-vous formel, nous nous sommes croisés et nous avons parlé pendant au moins 1 heure et demie d'horloge du problème qui est aujourd'hui extrêmement actuel, qui est celui de l'union bancaire. Comment arriver à centraliser la surveillance prudentielle des banques et des institutions financières, comment faire avancer ce dossier. C'était bien avant que la crise ne fasse sentir avec la violence que nous savons la nécessité de l'union bancaire. Mais Tommaso était, comme toujours, en avance sur les difficultés à venir, si je puis dire, en avance pour l'Europe, en brandissant le drapeau de l'Union européenne. Ça, c'est mon dernier contact très approfondi avec lui. Et encore une fois, j'avais en face de moi un homme tout à fait égal à lui-même, extraordinairement jeune, extraordinairement actif et ayant beaucoup de projets en tête. Si vous le permettez, on va aller un petit peu dans le passé, Oui. parce que peut-être que la première fois que vous l'avez rencontré, c'était dans quelle capacité? Vous étiez gouverneur de la Banque de France? Oui, je pense que c'était même avant, parce que nous nous sommes croisés à beaucoup de reprises, à Bruxelles, bien entendu, dans des fonctions où je n'étais pas moi-même encore directeur du Trésor et où donc j'étais à un niveau plus modeste, en train de travailler de mon côté à la construction de l'Europe. Donc j'ai croisé Tommaso à de très nombreuses reprises. Il est vrai que c'est lorsque j'ai été gouverneur de la Banque de France que les liens se sont établis de manière plus intense, disons, plus intense, et que ces liens aussi se sont transformés de liens professionnels extrêmement étroits qu'ils étaient en liens d'amitié, de vraie amitié, parce que, encore une fois, la culture de Tommaso était telle qu'elle permettait de multiplier les points de contact. Et je dois dire que j'ai eu avec lui plus de conversations littéraires qu'avec aucun autre de nos collègues. Évidemment, la période pour moi qui a été la plus intense de coopération, de travail, la main dans la main avec Tommaso Padoa-Schioppa, a été la période pendant laquelle il était au sein de notre directoire responsable des questions internationales et aussi responsable, et avec quelle énergie, des questions de stabilité financière au sein du directoire. Et donc, je dois dire, en tant que président, j'ai eu toujours en lui un homme d'une très grande sûreté, d'un très grand professionnalisme, qui connaissait admirablement tous ses dossiers et qui, tout en étant sage, comme doit l'être un banquier central, était un militant, un ardent militant de l'Europe, un ardent militant européen. Vous avez déjà mentionné par ailleurs qu'il avait, dans ce rôle de responsable des relations internationales de la Banque centrale européenne, obtenu des avancées importantes, notamment à propos de Bâle. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu en quoi ces avancées étaient utiles pour le fonctionnement de l'Union européenne et pourquoi lui était capable d'obtenir ce genre de succès et peut-être pas d'autres? D'abord, il a pris
les fonctions de responsable des relations internationales de la banque depuis le début. Et la banque était une institution qui, comme on dit en anglais, was starting from scratch, qui démarrait de rien. Et donc, une partie importante de son action a consisté à établir des relations avec l'ensemble des autres grandes institutions bancaires, évidemment internationales, les autres banques centrales, et aussi de manière très organisée avec un certain nombre de groupes de banques centrales. Et donc je dois dire que j'ai moi-même, lorsque j'ai pris mes fonctions, été très admiratif devant tout ce qui avait été fait en très peu de temps, puisqu'encore une fois, il y avait un très petit nombre d'années, et nous avions déjà établi des relations régulières avec l'ensemble des banques centrales d'Amérique latine, des relations régulières avec l'ensemble des banques centrales du sud de la Méditerranée, qui était un enjeu évidemment très, très lourd, avec, je dois dire, et je m'en suis moi-même énormément réjoui, et j'ai contribué à pérenniser cela, parce que c'était pas forcément pérenne au début, un groupe dans lequel nous avions toutes les banques centrales de l'eurosystème, donc là, les membres de la zone euro, et les pays du sud de la Méditerranée, y compris Israël, y compris la Turquie, y compris les Palestiniens. Et donc, il y avait là un lieu vraiment unique où nous pouvions échanger nos vues en tant que professionnels, en tant que banquiers centraux, dans des conditions, je dois dire, de grande confiance. Mais ce sont des exemples. D'une manière générale, encore une fois, en un temps extrêmement rapide, le dynamisme de Tommaso avait permis vraiment d'établir des relations sur lesquelles on pouvait beaucoup construire parce qu'elles étaient fondées sur la confiance. Vous venez de mentionner les échanges, enfin la coordination avec des banques centrales des pays de la Méditerranée. Est-ce que vous pensez que le fait que Tommaso Padoa-Schioppa était un Italien, il avait donc une oreille un peu particulière, il savait pertinemment l'utilité d'établir ce genre de relation? Je suppose qu'une autre nationalité peut-être n'aurait pas eu... Très franchement, non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait... Non, parce que nous avions, disons, la même ardeur, et il avait la même ardeur pour nouer des relations avec l'ensemble des pays d'Asie. Donc, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Tommaso est, parce qu'il ne le voit plus, mais il est toujours là, c'est un Européen. C'est un Européen. Je ne pense pas qu'on puisse le définir ni par sa nationalité, ni par son caractère latin, si vous voulez. D'ailleurs, lui-même, comme vous le savez, était d'une famille qui était à Trieste, donc dans une Europe qui était à la fois latine et germanique. Je l'ai toujours senti, si vous voulez, très profondément européen, sentant battre le cœur de l'Europe, très ardent militant, mais je ne l'identifierai pas spécialement avec une culture particulière. Alors, il était extraordinairement cultivé. Et comme vous le savez, mieux que personne, on ne pouvait pas non plus faire la différence entre le citoyen français Tommaso et le citoyen italien Tommaso. Et encore une fois, c'est parce qu'il était européen, très profondément européen. Et je pense que son enracinement culturel, familial, était très important dans cette affaire, très important. Maintenant, rétrospectivement, on peut le dire, il a eu une expérience politique avec le gouvernement de Romano Prodi, c'est-à-dire qu'il a accepté de devenir ministre des Finances. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui parler durant ces 2 années qui ont été quand même des années difficiles
pour lui, puisque c'était un nouveau métier en quelque sorte, à l'intérieur d'une coalition. Je ne sais pas si vous vous souvenez le gouvernement de Romano Prodi, mais c'était une coalition multicolore qui partait des Verts, des communistes ou autres, et que donc Tommaso Padoa-Schioppa devait aussi faire de la politique. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec lui de cet épisode? Oui, bien sûr. D'abord, nous nous voyions régulièrement par construction, en quelque sorte institutionnelle, tous les mois, lorsqu'il était ministre, puisqu'il était très, très actif au sein de l'Eurogroupe et que les questions budgétaires italiennes étaient évidemment des questions très importantes. Et donc, je le voyais systématiquement, je l'écoutais systématiquement, il m'écoutait aussi systématiquement puisque nous avions ces échanges. Mais je dois dire que j'ai été moi-même impressionné par le fait que cet homme qui avait une carrière finalement absolument intense, de surveillant prudentiel, de surveillant de la bourse, de militant européen extrêmement actif, avec un champ d'action vaste, hein, puisqu'il était très compétent, extraordinairement compétent, au niveau européen et mondial, puisqu'il avait présidé les plus importants comités internationaux sur les questions de surveillance prudentielle. On avait en face de nous un homme extraordinairement professionnel, extraordinairement militant dans le meilleur sens du terme, mais qui n'avait pas en effet d'expérience politique et qui était plutôt fier, me semble-t-il, de travailler au-delà même de toute attache partisane pour le bien commun. Et donc j'ai été assez impressionné de voir qu'il était capable de conserver l'ensemble, si vous voulez, de cet extraordinaire dévouement au bien commun, de le conserver de manière parfaitement crédible, et je crois aux yeux de tous, tout en étant ministre d'un gouvernement avec tous les aléas, bien entendu, de la politique dans nos démocraties vivantes. Et la démocratie italienne, elle est très vivante, en effet, autant, je ne dirais pas plus, mais autant que toutes les autres. Or Tommaso m'a donné le sentiment d'être finalement assez à l'aise. Alors, il est vrai qu'un ministre des Finances a une tâche qui finalement, quelles que soient les configurations politiques, quelles que soient les sensibilités, les majorités et les oppositions est incontestable finalement. Et au sein d'un gouvernement, le ministre des Finances est probablement celui dont on peut dire qu'il est précisément le plus proche d'un bien commun supérieur. En ce sens, il est assez proche finalement du banquier central qui lui-même émet la monnaie pour le compte de toutes les sensibilités et qui donc non seulement a le sentiment, mais a la réalité finalement de travailler pour tous, pour tout le monde, pour toutes les sensibilités. En tout cas, il m'a épaté comme ministre, devenant ministre après avoir été très haut fonctionnaire, d'y être à l'aise. Comment vous expliquez cela? Parce que finalement, c'est à la fois aussi un universitaire, il a enseigné, il a été capable de... C'est un écrivain, il a écrit des bouquins remarquables sur l'Europe, on y reviendra plus tard. Donc banquier, haut fonctionnaire, comment c'est possible d'avoir dans sa palette d'êtres humains autant de dimensions? Je dirais militant européen, parfaitement compatible évidemment avec une position gouvernementale, écrivain parfaitement compatible, cultivé, c'est parfaitement compatible. Donc là, je ne vois pas de... Oui, mais comment exceller dans toutes les matières, en quelque sorte, dans toutes les fonctions, les responsabilités? C'est pas la même chose. Oui, mais enfin, l'excellence, ça forme un tout aussi, si vous voulez. C'est sa personnalité était lumineuse, et donc, non, ceci ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne plus, c'est qu'il ait réussi à être toujours le même, c'est-à-dire à être au service d'un bien commun supérieur de manière incontestable et incontestée,
Ce qui est assez rare dans la vie politique. Ça, c'est rare, me semble-t-il. Vous avez reçu en Italie la semaine dernière, je crois, un diplôme honoris causa. Et dans un entretien que vous avez donné à un journal italien, la fin de l'article, vous dites, je reviens à la Banque centrale et en quelque sorte au rôle de la Banque centrale européenne, les banques centrales ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer aux possibles inactions des gouvernements. Je traduis, bon, je ne sais pas si c'est exactement ce que vous avez dit, mais je pense que vous le répétez 2 fois dans l'entretien, donc ça doit être cette idée-là. Est-ce que vous pensez que Padoa-Schioppa avait fait le même raisonnement dans sa tête en disant, et donc ce qui explique le passage de banquier en quelque sorte à l'homme politique en se disant j'ai une mission, Romano Prodi me demande quelque chose, je ne peux pas refuser même si ce n'est pas mon métier originaire. Et est-ce qu'il n'était pas arrivé à la même conclusion que vous finalement, que être banquier, c'est être gardien du temple, mais qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas faire plus parce que ce n'est pas dans votre mission et que finalement, il faut passer de l'autre côté et devenir politique et agir sur les règles. Donc il était finalement arrivé aux mêmes conclusions que vous-même. Je crois que... je crois profondément, naturellement, que c'est ce que nous pensions l'un et l'autre, bien sûr. Et que les banques centrales ne peuvent pas... je ne dirais même pas ne doivent pas, parce qu'elles ne peuvent pas se substituer au gouvernement. Et c'est fort heureux, c'est fort heureux. Les gouvernements, dans nos démocraties, doivent assumer, disons, les responsabilités très, très lourdes, très importantes qu'ont nos démocraties politiques. Et on ne peut pas remplacer les démocraties politiques par des institutions multipartisanes, par construction, qui, toutes dévouées au bien commun, ne peuvent pas prendre effectivement les responsabilités qui sont celles de l'exécutif dans une démocratie. Je ne crois pas que ce raisonnement, si vous voulez, doive conduire tous les banquiers centraux à se dire au bout d'un moment, on fait de la politique. Donc je ne sens pas cela chez Tommaso. Non, Tommaso, le militant européen, s'est trouvé dans une situation où son propre gouvernement lui disait nous avons besoin de quelqu'un ayant ton niveau de compétence et ton niveau de crédibilité personnelle. Et je pense qu'après, enfin je ne pense pas parce qu'il m'en a parlé au moment où on lui a fait cette proposition et donc il a pesé le pour et le contre. Et je crois qu'il a pris évidemment la décision qui s'imposait parce qu'il était crédible, il était compétent, et il se trouve qu'à l'endroit où se trouvait le gouvernement italien, le budget italien, c'était un enjeu très très important pour l'avenir de l'Europe. Donc je crois que sa compétence, son professionnalisme et sa crédibilité ont rencontré en réalité le militant qui ne pouvait pas refuser en quelque sorte la responsabilité et le combat, alors même qu'il savait mieux que personne qu'on avait là l'un des enjeux très importants pour l'avenir de l'Europe. Et c'est ce qu'il a fait, et bien fait, dans des conditions qui évidemment, encore une fois, sont toujours très difficiles, très âpres, mais bon, il a conservé, je trouve que c'est remarquable, sa crédibilité, son autorité pendant tout ce passage, alors même que ce n'est pas nécessairement ce qui arrive à tous les hommes politiques. Vous avez décrit déjà dans un témoignage pour Padoa-Schioppa, vous avez utilisé l'image de Fernand Braudel concernant la longue histoire, concernant l'époque et concernant les événements. Est-ce que c'est finalement tout ce qu'on vient de décrire sur la personnalité d'un homme qui arrive à jouer sur les 3 dimensions, c'est-à-dire sur la longue durée, sur les événements et sur l'époque? Est-ce que c'est pas ça la caractéristique de ce que vous définissez d'un homme d'État et d'un homme au service du bien commun?
C'est cette capacité à avoir aussi la dimension temporelle très présente dans son esprit. Oui, oui. Enfin, je dirais beaucoup plus que finalement une pénétration intellectuelle, une très bonne connaissance de l'histoire de l'Europe, liée aussi à sa famille et à son enracinement propre. Mais je dirais que c'est sa foi, si vous voulez. Ce qui caractérisait, me semble-t-il, Tommaso, c'est sa conviction profonde que l'histoire avait un sens, que l'histoire de l'Europe avait un sens, et qu'elle n'était pas écrite, et donc qu'il fallait militer, mais il avait foi dans l'union des Européens, une foi très profonde. Et c'est cette foi qui me paraît être la caractéristique la plus frappante de Tommaso. Ce ne sont pas ses qualités intellectuelles qui sont absolument remarquables, sa connaissance intime finalement des diverses cultures, des diverses sensibilités qui font ce bouquet européen de sensibilités qui est extraordinaire. Le fait qu'il était à l'aise, il était chez lui partout, si vous voulez. Il était chez lui en Autriche, en Italie, en Allemagne où nous avons cohabité pendant de très longues années, et bien entendu en France, où il était français parmi les Français. Non, nous avions un homme avec toutes ses qualités, mais qui en plus avait la foi. Il a deux de ses livres ont des titres en italien assez symptomatiques, et je me demande si c'est pas finalement aussi des définitions de sa propre personnalité. Il a écrit un livre en 2001 qui est Europa Forza Gentile, donc une force gentille. Et le mot gentil vient aussi à l'esprit quand on connaît un petit peu Tommaso Padoa-Schioppa. Et le deuxième livre, c'était Europa una pazienza attiva, une patience active. Est-ce que finalement ces titres de livres qui sont adressés à l'Europe ne correspondent pas aussi à lui-même et à un peu sa personnalité? Vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé, sur la personnalité même au-delà de l'homme public. Encore une fois, c'est surtout finalement l'homme non public que j'ai bien connu, parce que, encore une fois, nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années de manière quotidienne. Et comme je vous l'ai dit, c'est probablement l'homme avec lequel j'ai eu le plus de conversations de type littéraire ou culturel, au sens large. Il était effectivement, enfin, c'était un ami emblématique, Tommaso. Effectivement, comme je vous l'ai dit, avec une très grande sensibilité, une capacité de multiplier les ponts avec ses interlocuteurs, avec ses amis. J'ai été très frappé de voir à quel point son réseau d'amis était intense. Et Tommaso, en effet, je ne dirais pas qu'il était gentil, parce que en tout cas en français, la connotation ne correspond pas exactement à Tommaso. Je dirais que c'était un ami, comme je disais, emblématique, un ami exemplaire, dans ce qu'il a d'affable, de courtois, mais aussi de ferme. C'est un ami solide, un ami sur lequel on peut compter, un ami, disons, qui vous prend beaucoup et qui vous apporte énormément. Voilà comment je le sens. Est-ce qu'on peut dire que c'était quelqu'un d'optimiste? Oui, certainement. Enfin, lucide et profondément optimiste. C'est l'optimisme de la foi. S'il y avait une chose que vous voudriez dire pour qu'on le garde bien présent dans l'esprit, outre le fait que c'était un Européen convaincu, qu'il était dévoué au bien public, quel serait l'autre qualificatif ou l'autre souvenir qui vous vient à l'esprit et que vous voudriez absolument dont on se souvienne? Comme je l'ai déjà dit,
pour moi, Tommaso est, parce que il est invisible, mais il est toujours parmi nous. C'est Chateaubriand qui nous dit ça. Hein. Nos amis chers qui ne sont plus là sont toujours parmi nous. La seule différence, c'est qu'ils sont invisibles. Mais Tommaso est là. Et je dirais, cet ami infiniment cher, il symbolisait finalement peut-être ce que je dirais être les qualités européennes, c'est-à-dire qu'il était en effet élégant, il avait une aspiration à la totalité, encore une fois, il était enraciné dans les différentes cultures de l'Europe. Et il n'était pas prisonnier d'une culture de deux ou de trois, il était extrêmement ouvert, extrêmement conscient du fait que la richesse de l'Europe, c'est sa richesse historique, culturelle. Et puis, je ne peux pas ne pas revenir à cette confiance fondamentale, à cette foi dans la construction européenne, qui n'était pas une foi naïve, qui n'était pas une foi croyant que les choses allaient se faire toutes seules. J'ai connu peu d'hommes qui étaient en permanence avec un projet dans leur poche pour pouvoir le présenter au bon moment, en sachant que l'histoire n'est pas écrite, mais qu'elle s'écrit à tout moment. Et c'était cela qui le caractérisait le plus, je crois. La foi et la disponibilité opérationnelle pour avancer et être prêt à avancer à tout moment.